Quand je suis rentrée de la maternité avec mes jumeaux, j'ai vu un deuxième réfrigérateur dans la cuisine. Ça, c'est pour les courses de ma mère et moi, tu achèteras tes propres. Affaire pour toi et les enfants, a déclaré mon mari. Je n'ai rien dit, je suis allée me coucher, et le lendemain matin, mon mari s'est réveillé et a hurlé de terreur, en voyant. Mais avant de commencer, je vous invite à aimer cette vidéo, et à vous abonner à la chaîne. Merci, et bonne écoute. Le téléphone de Maxime se mit à vibrer, sur le bord de la table, au moment où Véronique passait avec une tasse de tisane aux herbes. L'écran s'illumina, affichant une notification. Elle y jeta un coup d'œil machinal, puis se figea. C'était un message de sa belle-mère. L'aperçu du texte, affiché sur l'écran, était parfaitement lisible. Quand elle aura accouché, tout va changer. Tu pourras enfin vivre normalement. Véronique posa délicatement sa tasse, sur le plan de travail. Son ventre, à 37 semaines de cette grossesse gémellaire, lui semblait énorme, et particulièrement encombrant. Elle passa doucement la paume de sa main, sur la peau tendue, sous sa fine robe d'intérieur grise. Les bébés donnaient des coups de pied de l'intérieur, comme s'ils ressentaient son angoisse soudaine. Maxime prenait sa douche. Le bruit de l'eau résonnait, en provenance de la salle de bain. Véronique disposait de quelques minutes. Elle prit le téléphone. Elle connaissait le mot de passe par cœur. Il ne le lui avait jamais caché, ce qui, autrefois, lui semblait être une belle preuve de confiance. Mais aujourd'hui, Véronique comprenait la réalité, il ne la jugeait tout simplement pas assez intelligente, pour oser vérifier ses affaires. La conversation avec sa mère s'afficha, sous la forme d'un long fil de messages. Véronique fit défiler l'écran vers le haut, et se mit à lire. « Tu es sûre que l'appartement est bien à son nom ? Tu devrais vérifier les papiers. » « Oui, maman, j'ai regardé, elle l'a acheté avant notre mariage. Tout est à son nom. » « Ce n'est rien. Le plus important, c'est qu'elle ne travaille pas, pendant au moins 1 an après l'accouchement. Pendant ce temps, on pourra faire beaucoup de choses. Je lui ai déjà dit que c'était mieux qu'elle reste avec les enfants. Elle avait l'air d'accord. C'est bien, mon fils. Quand elle accouchera, je m'installerai chez vous. Tu diras que j'ai besoin de vous aider, et après, on verra. Véronique sentit un froid glacial se répandre lentement dans sa poitrine. Ses doigts tremblaient, pendant qu'elle faisait des captures d'écran. 1, 2, 5, puis 10. Elle se les envoya sur sa propre boîte mail, puis effaça les traces de l'envoi, directement sur le téléphone de Maxime. L'eau de la douche s'arrêta de couler. Véronique reposa le téléphone, exactement à l'endroit où il se trouvait, reprit sa tasse, et but une gorgée de tisane froide. Son visage, reflété sur la porte du réfrigérateur, restait parfaitement impassible. Maxime sortit, en se frottant vigoureusement les cheveux avec une serviette. « Le dîner est prêt ? » ?»« Dans 20 minutes. » Il hocha la tête, sans même lui accorder un regard, se plongea dans son téléphone, lut le message de sa mère, sourit, puis tapa une réponse. Véronique, en silence, ouvrit le réfrigérateur, et en sortit un poulet. Son mari préparait quelque chose dans son dos, et sa mère y était impliquée jusqu'au cou. 3 jours passèrent. Véronique ne dit rien à Maxime. Elle se comportait comme d'habitude, elle cuisinait, faisait le ménage, et travaillait sur son ordinateur. Elle était analyste financière, dans une grande entreprise parisienne, et travaillait en télétravail depuis quelques mois. Elle prévoyait de ne prendre son congé maternité qu'après l'accouchement, et pour une courte durée, 6 mois tout au plus. Désormais, ses projets devaient être revus. On sonna à la porte, un samedi, alors que Maxime était à la maison. Véronique alla ouvrir. Sur le palier se tenait Nadine, sa belle-mère, avec un énorme sac cabas entre les mains. « Ma petite Véro chérie, je vous ai apporté des petits cadeaux pour les bébés. » Véronique s'écarta, pour la laisser entrer. Nadine était une femme imposante, bruyante, et qui avait la fâcheuse habitude de vouloir tout diriger. Autrefois, elle travaillait comme chef comptable, dans une clinique. Elle avait pris sa retraite,
il y a 3 ans de cela. Depuis, elle consacrait absolument tout son temps libre à son fils unique. Mon petit Max, s'écria-t-elle, en apercevant son fils. Viens donc aider ta mère. Maxime prit docilement le sac. Nadine entra dans la cuisine et jeta son manteau léger, de couleur corail, sur le dossier d'une chaise. Alors, comment tu te sens demanda-t-elle, en s'adressant à Véronique. Ça va. Je me fatigue vite, mais les médecins disent que tout se passe bien. Oh, je me souviens, quand j'attendais mon Max. C'était dur, bien sûr, mais j'ai tenu bon. Toute seule, en plus. Car notre père est parti tôt, tu sais. Cette histoire, Véronique l'avait entendue au moins 100 fois. Nadine adorait rappeler à quel point elle avait été une mère héroïque. Tiens, j'ai acheté pour les petits, des petites combinaisons, des langes, et des biberons. Elle étalait les affaires de bébé, sur la table. Véronique hochait la tête, la remerciait, tout en remarquant un détail flagrant, sa belle-mère regardait autour d'elle, d'une manière étrange, comme si elle inspectait minutieusement les lieux. Max, montre-moi donc, où vous avez installé la chambre des petits. Maman, on n'a pas encore terminé. On a juste monté les lits. Et alors? Montre-moi. Il a l'air dans la chambre. Véronique, restée dans la cuisine, entendait sa belle-mère parler à voix basse, et Maxime répondre vaguement. Ensuite, Nadine revint seule, s'approcha des meubles de cuisine, ouvrit un placard, regarda à l'intérieur, puis sortit un mètre ruban de son sac, et le plaça contre le mur, près de la fenêtre. « Qu'est-ce que vous faites » demanda Véronique. La belle-mère sursauta, puis se retourna. « Ah, tu es là ? Je réfléchis juste, à la meilleure façon d'organiser l'espace. Quand les bébés seront là, il faut que tu aies tout à portée de main, ce sera plus pratique. » Merci, mais j'ai déjà tout planifié. Mais qu'est-ce que tu en sais, ma chérie ? Il faut de l'expérience, pour ça. J'ai élevé Maxime, moi, je sais comment on fait. Nadine nota quelque chose, dans un petit carnet, qu'elle glissa de nouveau dans son sac. Véronique la regardait, sentant l'angoisse monter inexorablement en elle. Que mesurait-elle, exactement ? Et pourquoi ? Le soir même, Maxime aborda le sujet le premier. Écoute, j'y ai réfléchi, et je me dis que tu ne devrais peut-être pas te presser, de reprendre le travail après l'accouchement. Véronique leva les yeux de son ordinateur. C'est-à-dire ? Eh bien, tu vas avoir des jumeaux. C'est difficile. C'est mieux que tu restes 1 an à la maison, avec les enfants. J'assurerai les finances. Nous en avons déjà discuté. Je prends 6 mois de congé maternité, puis je reprends en télétravail. Véro, sois réaliste. 2 nourrissons. Tu ne pourras pas gérer les 2, et ton travail en même temps. Si, je pourrai. J'ai un plan. Maxime fit la grimace. Toujours avec tes plans. Tu ne peux pas arrêter de tout contrôler, un peu ? Détends-toi, et sois juste une mère. Véronique ferma son ordinateur. Je serai à la fois une mère, et une professionnelle, comme nous l'avions convenu. Je n'ai jamais convenu que ma femme serait une carriériste, et que mes enfants grandiraient livrés à eux-mêmes. Le ton de Maxime était monté. Véronique le regarda, en silence. C'était donc ça. Avant, il était fier de son travail, fier de son salaire, qui était supérieur au sien. Mais maintenant, tout avait changé. Très bien, dit-elle d'une voix neutre. Nous en reparlerons, après l'accouchement. Maxime hocha la tête, visiblement satisfait, tandis que Véronique repensait à la conversation avec sa mère. Le plus important, c'est qu'elle ne travaille pas, pendant au moins 1 an. Ils essayaient de l'évincer, lentement, et de façon très calculée. La semaine suivante, Véronique croisa une voisine, dans le hall de l'immeuble. Madame Colette, une retraitée du 3e étage, une femme un peu curieuse, mais globalement bienveillante. « Oh, Véronique,
comment va ce petit ventre? C'est déjà bien lourd, l'accouchement approche. Oui, en effet. Dis-moi, pourquoi ta belle-mère vient-elle si souvent, ces temps-ci? L'autre jour, je l'ai vue avec ton mari, il descendait des cartons à la cave. Vous faites des travaux? Véronique sentit un frisson lui parcourir le dos. Des cartons? Ah oui, des gros. Je me disais, que vous rangiez des affaires de bébé à l'avance, ou peut-être des meubles. C'était quand? Avant-hier. Tu étais sorti pour ton rendez-vous médical, je crois. Je rentrais justement de ma promenade, avec le chien. Véronique la remercia, et remonta dans son appartement. Maxime n'était pas là. Elle trouva la clé de la cave dans l'entrée, et descendit. Leur box se trouvait tout au fond du couloir. Véronique ouvrit le cadenas, et alluma la lumière. À l'intérieur, il y avait 4 cartons en carton, soigneusement fermés avec du ruban adhésif. Dessus, on avait écrit au marqueur « Véronique. Affaire ». Ses mains se mirent à trembler, lorsqu'elle coupa le scotch du premier carton. À l'intérieur, se trouvaient ses livres de bureau, ses photos encadrées, son vase en céramique préféré, qu'elle avait acheté lors d'un voyage en Grèce, et ses carnets de notes. Deuxième carton. Ses vêtements. Pas tous, mais une bonne partie. Ses robes d'été, ses chaussures, ses cosmétiques pris sur l'étagère de la salle de bain. Troisième carton. Ses documents, ses diplômes, ses certificats, et ses papiers personnels. Quatrième carton. La vaisselle que Véronique avait ramenée de la maison de ses parents. Le beau service de sa grand-mère. Ils avaient emballé ses affaires, les avaient sorties de l'appartement, et préparaient clairement le terrain. Véronique referma lentement les cartons, remonta chez elle, entra dans la salle de bain, et s'aspergea le visage d'eau froide. Dans le miroir, elle vit le reflet d'une femme pâle, marquée par de sombres cernes sous les yeux. Un ventre énorme, les jambes gonflées, impuissante. Non, elle n'était pas impuissante. Véronique sortit son téléphone, ouvrit ses contacts, et chercha un nom précis. « Papa, comment ça va? Je voulais te demander, est-ce que tu pourras venir, après l'accouchement? J'aurai peut-être besoin d'aide. » La réponse arriva, en 5 minutes à peine. « Bien sûr, ma fille. Dis-moi quand, et j'arrive, même demain s'il le faut. » Il s'est passé quelque chose? Non, tout va bien. Je veux juste que tu rencontres tes petits-enfants, tout de suite. J'attends ton appel. Prends soin de toi. Véronique expira profondément. Son père, Georges Séverin, colonel à la retraite, avec 25 ans de service au sein du GIGN. Aujourd'hui, il vivait à Rouen, et travaillait comme chef de la sécurité, dans une grande usine. Et avec lui, il y avait ses 2 frères. Antoine, 35 ans, instructeur principal dans une école d'arts martiaux. Hugo, 32 ans, officier de police. Sa famille était solide, et totalement fiable. Maxime et sa mère avaient fait un très mauvais calcul. Ils pensaient que Véronique était seule, que ses parents étaient loin, et qu'elle n'oserait jamais demander de l'aide. Ils se trompaient lourdement. Véronique passa les jours suivants, à se préparer minutieusement. Elle fit des copies de tous les documents importants, photographia l'acte de propriété de l'appartement. Celui-ci était à son nom, acheté 2 ans avant le mariage, avec l'argent qu'elle avait économisé, et un héritage reçu de sa grand-mère. Elle copia les relevés bancaires. Son compte personnel, le compte joint, et le compte de Maxime. Elle photographia toute la conversation avec sa mère, du premier au dernier message, ainsi que les cartons cachés dans la cave. Elle sauvegarda le tout sur le cloud, fit une double sauvegarde sur une clé USB, et envoya les fichiers à son père. Maxime ne remarquait rien, il rentrait du travail, dînait, et regardait la télévision. Parfois, il embrassait Véronique sur la joue, demandait comment allaient les bébés, et jouait son rôle de mari attentionné. Nadine appelait tous les jours, demandait des nouvelles de sa santé, conseillait sur ce qu'il fallait manger, comment s'allonger, et quand dormir. Véronique acquiesçait poliment, mais intérieurement,
elle comptait les jours. Les contractions commencèrent la nuit. Fortes, soudaines, et douloureuses. Véronique se réveilla, à cause d'une douleur tirante dans le bas du ventre, regarda l'horloge, qui affichait 3 heures du matin, et réveilla Maxime. « Je crois que ça a commencé. » Il bondit du lit, s'agita dans tout l'appartement, rassemblant des affaires au hasard. Véronique s'habilla calmement, prit le sac préparé à l'avance, et appela la maternité. On leur conseilla de venir par leurs propres moyens, car les contractions n'étaient pas encore très rapprochées. Maxime conduisait en silence, les mains crispées sur le volant. Véronique, assise à côté de lui, respirait calmement, et comptait les intervalles entre les contractions. Le téléphone de Maxime sonna. Il jeta un œil à l'écran, « Maman ». Il répondit, et mit le haut-parleur. « Max, mon chéri, alors ?»« Maman, on va à la maternité, Véro a des contractions. »« Oh, enfin !»« Écoute, dès qu'elle a accouché, appelle-moi, j'arrive tout de suite. »« D'accord, maman. » Et au fait, mon fils, je me disais. Peut-être que demain, je pourrais déjà amener mes affaires chez vous? Pendant qu'elle est à la maternité, on organisera tout tranquillement. Maxime jeta un regard en biais, vers Véronique. Elle fixait la route droit devant elle. Maman, on en parlera plus tard. Mais il n'y a rien à discuter, tout est déjà décidé. Je dois bien vous aider avec les enfants. Toute seule, elle n'y arrivera jamais. Bon, maman, je te rappelle. Il raccrocha. Véronique continuait de regarder par la fenêtre. La nuit parisienne défilait sous ses yeux. Des rues vides, de rares voitures. Véro, ne t'inquiète pas. Ma mère est juste stressée, elle veut seulement aider. Véronique ne répondit rien. Une nouvelle sonnerie. Encore sa mère. J'ai oublié de te dire. N'oublie pas de commander le réfrigérateur. Celui que j'ai choisi, je t'ai envoyé le lien. Quel réfrigérateur? Mais je te l'ai dit, il nous en faut un séparé, pour nos courses à nous, sinon elle achète n'importe quoi, ses légumes, ses herbes. Il n'y a jamais de vraie nourriture. Maxime déglutit nerveusement. Maman, je ne peux vraiment pas parler, là. D'accord, c'est bon. L'essentiel, c'est que demain, tout soit prêt. Quand elle rentrera avec les enfants, on sera déjà maître des lieux. Maxime posa le téléphone, le cacha avec sa main, et tapa un message. Véronique voyait du coin de l'œil, ses doigts s'agiter sur le clavier. Le téléphone émit un bip, en retour. Maxime le porta à son oreille, et lut. Oui, ça a commencé. Demain, on fera tout. Elle ne saura rien, tant qu'elle sera à la maternité. Véronique ferma les yeux. Tout était clair, tout était parfaitement limpide. Ils avaient prévu de s'emparer de son appartement. Maxime et sa mère. Pendant qu'elle serait en train d'accoucher, et de se rétablir, ils s'installeraient là-bas. Sa belle-mère emménagerait, apporterait son propre réfrigérateur, ses propres affaires, et s'approprierait l'espace. Et on mettrait Véronique devant le fait accompli. Une contraction la submergea, avec une nouvelle vague de douleur. Véronique s'agrippa à la poignée de la portière, respira fort, et attendit que ça passe. Maxime se taisait, et accélérait. La maternité les accueillit avec sa lumière crue, et son odeur de chlore. Véronique passa l'accueil, on l'emmena en salle de naissance. Maxime resta dans le couloir. Je vais appeler ma mère, dit-il en guise d'au revoir. Véronique hocha la tête. Dans la salle d'accouchement, ce fut 2 jours de pur enfer, la douleur, la fatigue extrême, les cris des sages-femmes, les poussées, les larmes. Et puis, 2 petits cris aigus. Le premier bébé était une fille, le deuxième, une fille aussi. Des jumelles, toutes petites, toutes rouges, qui hurlaient à plein poumon. Félicitations, maman, dit la sage-femme. 2 magnifiques beautés. Véronique était allongée, épuisée, et regardait ses filles.
On les avait posées sur sa poitrine. Chaude, humide, pleine de vie. Ses filles. Maxime passa une tête 1 heure plus tard, et regarda les enfants. Eh ben dis donc, il y en a 2. Tu ne le savais pas? L'échographie l'avait pourtant montré. Je le savais, bien sûr, c'est juste que j'avais du mal à y croire. Il resta là, un peu gêné, et se tortilla. Écoute, je dois aller travailler, je passerai ce soir. D'accord, vas-y. Maxime partit. Il ne demanda même pas comment on allait appeler les filles. Il n'embrassa pas Véronique, ne lui dit ni merci ni bravo, il s'en alla, tout simplement. Véronique resta seule dans sa chambre. Les filles avaient été emmenées en néonatologie, pour des examens. On lui avait promis de les ramener pour la tétée, dans 3 heures. Elle prit son téléphone, et rédigea un message pour son père. Papa, j'ai accouché, ce sont 2 filles. Je sors après-demain. Tu pourras venir demain soir? La réponse arriva instantanément. Ma chérie, toutes mes félicitations. Je prends la route. Antoine et Hugo sont avec moi. On sera là demain midi. Envoie-moi l'adresse de la maternité. Pas à la maternité. Venez directement chez moi. Voici l'adresse. Demandez les clés à la gardienne, je vais l'appeler pour lui dire que vous arrivez. C'est bien compris. Prends soin de toi, et de mes petites filles. Véronique rangea son téléphone, et ferma les yeux. Maxime et sa mère pensaient être plus intelligents, ils croyaient avoir tout planifié. Mais Véronique Séverin savait aussi planifier, et son plan à elle, était bien meilleur. Maxime vint le soir, comme promis, apportant des fruits et du jus de fruits. Comment tu vas? Fatiguée, j'ai mal, mais je suis vivante. Les filles sont en bonne santé, et elles mangent bien. Il hocha la tête, s'assit sur une chaise à côté du lit, et garda le silence. Véronique voyait bien qu'il était nerveux, qu'il s'agitait, et qu'il regardait sans cesse son téléphone. Il y a un problème? Non, tout va bien. Mais son regard fuyait, et ses doigts tapotaient sur son genou. Maxime, écoute, voilà. Ma mère vient demain, elle veut nous aider avec les enfants. Je vois. Eh bien, il se pourrait qu'elle s'installe chez nous, pour un certain temps. Tu comprends bien, ce sera trop difficile pour toi, toute seule. Je ne suis pas toute seule. Tu es là. Maxime fit une grimace. Ben, moi je travaille. Je n'ai pas le temps de faire la nounou. Et moi, ça veut dire que je n'ai pas le temps de travailler. Véro. Qu'est-ce que le travail vient faire là-dedans? Tu as des enfants, 2 nourrissons. C'est de ton devoir de t'en occuper. Mon devoir, répéta Véronique doucement. Oui. Moi, je gagne l'argent, et toi, tu t'occupes de la maison et des enfants. C'est une répartition normale. Véronique le fixa d'un regard prolongé. Maxime détourna les yeux. Il faut que j'y aille. Je repasserai demain. Il partit, sans même dire au revoir. Véronique prit son téléphone, et écrivit à son père. Papa, il se prépare. Demain, il passe à l'action. Je sors de la maternité après-demain matin. Soyez à la maison à 10 heures du matin. Prenez les clés chez la gardienne, Madame Morel, je l'ai déjà prévenue. C'est compris. Nous serons sur place. Véronique souffla, et posa son téléphone sur la table de nuit. On amena ses filles dans la chambre, pour la tétée de nuit. De petites boules chaudes, qui respiraient doucement. Véronique les mit au sein, l'une après l'autre. Elle les regardait boire son lait, leurs petites bouches, leurs yeux fermés. Sophie et Alice. C'est ainsi qu'elle avait décidé de les appeler. Sophie, la sage. Alice, la noble. Qu'elles grandissent fortes, qu'elles ne se laissent jamais manipuler, et qu'elles ressemblent à leur mère. La journée suivante se passa dans l'attente.
Véronique nourrissait ses filles, apprenait à bien les positionner, changeait les couches, et écoutait les conseils des infirmières. Maxime lui envoya un message, à l'heure du déjeuner, « Je ne pourrai pas passer aujourd'hui. Beaucoup de travail. Je viendrai vous chercher demain matin. » Véronique répondit brièvement, « D'accord. » Mais au fond d'elle, elle pensait à ce qui se passait, en ce moment même, dans son appartement. Sa belle-mère était sûrement déjà là, en train de faire la patronne, de déplacer les meubles, et de remplir l'espace de sa présence envahissante. Qu'elle en profite. Qu'elle s'installe bien. Demain, une sacrée surprise l'attendait. On signa la sortie de Véronique, tôt le lendemain matin. Elle s'habilla, et rassembla ses affaires. Une infirmière l'aida à emmitoufler les filles, et apporta 2 sièges auto. « Votre mari va arriver ? » ?»« Oui, il ne devrait pas tarder. » Maxime arriva vers 9h30, accompagné de sa mère. Nadine marchait devant, et parlait très fort. « Eh bien, ma chérie, prête à rentrer à la maison ? Je t'ai tout préparé. J'ai fait les petits lits, j'ai stérilisé les biberons. Tout est prêt, pour accueillir les petites. » Véronique, silencieuse, prit l'un des sièges auto, et Maxime prit l'autre. Ils descendirent vers la voiture. Nadine n'arrêta pas de bavarder pendant tout le trajet, racontant comment elle avait aménagé la chambre, ce qu'elle avait acheté, et où elle l'avait mis. Véronique l'écoutait d'une oreille distraite, regardait par la fenêtre, et comptait les minutes. À la maison, son père et ses frères l'attendaient. La voiture se gara devant l'immeuble. Maxime sortit les sièges auto. Nadine attrapa les sacs. « Allez, venez, venez. Une belle surprise vous attend. » Ils prirent l'ascenseur. Véronique tenait Sophie. Maxime tenait Alice. Nadine appuyait sur le bouton de l'étage, sautillant presque d'impatience. Les portes s'ouvrirent. Ils sortirent dans le couloir. Maxime sortit ses clés, ouvrit la porte de l'appartement. Et se figea net sur le seuil. Véronique entra derrière lui, et regarda vers la cuisine. Là, près de la fenêtre, se dressait un 2e réfrigérateur, flambant neuf et énorme. Avec une étiquette collée dessus, pour Maxime et Nadine. Et assis autour de la table de la cuisine, il y avait 3 hommes. Georges Séverin, un homme d'une 60aine d'années, aux cheveux grisonnants, mais à la carrure athlétique. De larges épaules, et un regard dur. Antoine Séverin, 35 ans, une montagne de muscles, sous un t-shirt noir. Les cheveux courts, et une cicatrice au-dessus du sourcil. Hugo Séverin, 32 ans, élancé mais très robuste, vêtu de sa chemise d'uniforme de la police. Le père et les frères de Véronique. Nadine poussa un cri d'effroi. Maxime devint livide. Véronique, très calme, s'avança vers la table, et posa le siège auto de Sophie sur une chaise. « Papa, les garçons, merci d'être venus. » Georges se leva lentement, s'approcha de sa fille, et la prit dans ses bras avec beaucoup de précaution, sans heurter le siège bébé. « Comment vas-tu, ma fille ? » ?»« Fatiguée, mais je vais gérer. » Il posa son regard sur ses petites filles. Son visage s'adoucit l'espace d'un instant. « Ce sont des beautés, dit-il doucement. De vrais Séverins. » Puis il se redressa, et se tourna vers Maxime. « Colonel Georges Séverin, le père de Véronique. Et voici mes fils, Antoine et Hugo. » Maxime restait cloué dans l'encadrement de la porte, serrant contre lui le siège d'Alice. Le visage blanc comme un linge, les mains tremblantes. Nadine fut la première à retrouver ses esprits. « Quoi ? Mais que faites-vous dans notre appartement ? » Georges la fixa du regard. « Dans l'appartement de ma fille. Voici les documents. » Il posa sur la table l'acte de propriété, au nom de Véronique. « Nous sommes venus aider notre fille à s'installer, après la maternité, et nous avons découvert une chose très intéressante. » Antoine fit un signe de tête, en direction du réfrigérateur. Un appareil tout neuf, avec un petit mot. « Dois-je le lire à voix haute ?
Maxime gardait le silence. Nadine fit un mouvement brusque vers le réfrigérateur, mais Hugo se leva de sa chaise. Il se leva, simplement, sans dire un mot, et la belle-mère se pétrifia. Donc, reprit Georges, nous avons fait un petit tour, et nous avons trouvé dans la chambre à coucher, des affaires qui n'appartiennent manifestement pas à Véronique. Des vêtements de femme, des pantoufles, un peignoir, des cosmétiques dans la salle de bain. Il fit une pause appuyée. Et il y a encore autre chose de très intéressant. À la cave, se trouvent 4 cartons remplis des affaires de ma fille, soigneusement emballés, et prêts à être évacués. Nadine ouvrit la bouche, la referma, puis l'ouvrit de nouveau. Nous voulions juste aider, pour libérer de la place pour les affaires des bébés. Aider, répéta Georges. C'est très clair. Véronique s'avança vers le réfrigérateur, et l'ouvrit. À l'intérieur, il y avait de la nourriture, de la charcuterie, du fromage, des salades toutes prêtes en barquette, un gâteau, des bouteilles de vin. Ça, c'est pour les courses de ma mère et moi, tu achèteras tes propres affaires pour toi et les enfants, prononça soudain Maxime. Sa voix était rauque, éraillée. Je voulais te dire ça, à ton retour. Le silence tomba. Véronique referma lentement la porte de l'appareil, et se tourna vers son mari. Je sais tout. Maxime tressaillit. La conversation avec ta mère sur la belle vie qui t'attendait après l'accouchement, sur mon arrêt de travail, sur le fait qu'elle allait emménager ici, sur ce frigo, sur les cartons à la cave. Elle parlait avec un calme absolu, sans crier, sans verser une larme. Je le savais il y a déjà 3 semaines. Et je me suis préparée. Nadine recula vers le mur. Max, mon chéri, qu'est-ce qu'elle raconte? Quelle conversation? Mais Maxime regardait Véronique, et dans ses yeux, on pouvait lire qu'il avait compris, il avait perdu. Véro, je peux tout expliquer. Ce n'est pas la peine. Véronique sortit Sophie de son siège, et la serra contre sa poitrine. La petite fille respirait doucement, dans son sommeil. J'ai gardé le silence et je suis allée dormir, dit-elle à voix basse. Et au matin, tu vas te réveiller et tu vas voir. Elle balaya du regard la cuisine, son père, ses frères, le réfrigérateur. Tu vas voir que ton petit plan est tombé à l'eau. Georges s'approcha de Maxime, et lui retira des mains le siège d'Alice. Avec tendresse et précaution. Merci. Je m'en charge. C'est ma petite fille. Maxime ne résista pas. Ses bras retombèrent mollement, le long de son corps. Antoine ouvrit la porte d'entrée. En grand. Un geste d'invitation. Je pense qu'il est temps pour vous de partir. Pendant qu'on vous le demande gentiment. Nadine poussa un sanglot. C'est parfaitement illégal. Je vais appeler la police. Hugo sortit sa carte professionnelle, et la lui montra. Capitaine de police Hugo Séverin. Je vous en prie, appelez-les. Et vous expliquerez à mes collègues ce que vous faites dans l'appartement d'autrui, et pourquoi vos affaires s'y trouvent, alors que vous n'y êtes ni déclaré, ni domicilié. La belle-mère ferma la bouche d'un coup sec. Maxime restait planté là, le regard rivé au sol. Ses épaules étaient affaissées, son visage grisâtre. Véronique, donne-moi une chance, je vais réparer tout ça. Moi, non. Un seul mot, dur, sans appel. Tu as montré qui tu es vraiment. J'ai vu, j'ai compris, et je refuse que mes filles grandissent aux côtés d'un père pareil. Mais ce sont mes enfants. Les tiens, acquiesça Véronique. C'est pour ça que tu paieras une pension alimentaire. Le reste, c'est mon affaire. Georges posa une main lourde, très lourde, sur l'épaule de Maxime. Jeune homme, vous avez 2 options. La première, vous partez maintenant, sans faire d'histoire, vous prenez votre mère, vous prenez votre frigo, et vous ne remettez plus jamais les pieds ici sans y avoir été invité. Il marqua un silence. Dois-je vous exposer la deuxième option? Maxime secoua la tête.
C'est un garçon intelligent. C'est donc réglé. Antoine, Hugo, aidez nos invités à rassembler leurs affaires. Les deux frères se dirigèrent vers la chambre. De là, on entendit le bruit des portes de placard qu'on ouvre. 5 minutes plus tard, ils ressortirent avec 2 énormes sacs poubelles. Les affaires de Madame Nadine, annonça Antoine. Veuillez les prendre. Nadine attrapa les sacs. Les larmes coulaient sur ses joues, emportant son mascara. Max, mon chéri, viens, partons d'ici. Ces gens. Ils nous jettent dehors. Maxime se dirigea vers la porte, en silence, mais se retourna sur le pas. Véronique, je voulais vraiment bien faire. Je sais. Pour toi. Il sortit. Nadine le suivit. Dans le couloir, elle criait encore quelque chose, pleurnichait, se lamentait, mais sa voix s'éloignait peu à peu. Antoine revint dans l'appartement, ferma la porte, et mit la chaînette de sécurité. Le frigo, on le garde ou on le dégage? Véronique regarda l'appareil neuf, près de la fenêtre. Elle réfléchit. Sortez-le. Qu'ils le reprennent, je n'en ai pas besoin. Les frères se mirent au travail, débranchèrent l'appareil, le vidèrent, le sortirent dans le couloir, et le posèrent devant la porte de l'appartement de Maxime, qui louait un studio à l'étage supérieur, chez un ami. Lorsqu'ils revinrent, Véronique était assise sur le canapé, donnant le sein à ses filles. Un sein pour Sophie, l'autre pour Alice. Leur minuscule bouche aspirait le lait goulûment. Georges était assis à côté d'elle, contemplant ses petites filles. Son visage était sévère, mais ses yeux étaient remplis de chaleur. « Tu as assuré, ma fille. Tu as fait ce qu'il fallait. »« Merci, papa. On va s'installer chez toi pour quelques jours, on va t'aider à prendre tes marques. »« J'en serai ravi. » Antoine apporta du thé. Hugo sortit de son sac des boîtes hermétiques remplies de nourriture. Ils avaient tout prévu, sachant que Véronique n'aurait pas le temps de cuisiner. Une vraie famille. Le genre de famille sur laquelle on peut s'appuyer. Le soir venu, alors que les filles dormaient et que ses frères s'étaient retirés dans leur chambre, Véronique sortit sur le balcon. Son père y fumait une cigarette, contemplant la ville endormie. Il n'avait jamais réussi à arrêter, malgré ses tentatives. Elle sourit, et s'accouda à la rambarde, à ses côtés. « Papa, est-ce que tu as compris tout de suite, que quelque chose n'allait pas, quand je t'ai appelé ?» Georges tira une bouffée de sa cigarette, et recracha la fumée. « À ta voix. Tu essayais de parler normalement, mais j'ai entendu la tension, la peur, et la détermination. Un tel mélange, ça signifie qu'il y a un vrai problème. J'avais tellement peur de ne pas y arriver toute seule. Et tu as bien fait, de faire appel à nous. La famille, c'est fait pour ça. » Véronique hocha la tête, observant les lumières des fenêtres, dans les immeubles d'en face. Quelque part là-bas, des gens menaient une vie ordinaire, dînaient, regardaient la télévision, se disputaient, se réconciliaient. Mais pour elle, tout avait changé, pour toujours. « Qu'est-ce qu'il va se passer, maintenant ?» demanda-t-elle, à voix basse. « Tu vas divorcer, demander la pension alimentaire, élever tes filles, travailler, et vivre. Toute seule ?» Georges la regarda. « Toute seule, ou avec quelqu'un d'autre, tu décideras de ça plus tard. D'abord, tu dois te remettre sur pied, reprendre des forces, et après, on verra. » « J'ai peur, papa. » « Je sais. Mais tu y arriveras. Tu es une Séverin, et nous ne baissons jamais les bras. » Véronique serra son père dans ses bras. Il lui rendit son étreinte, une étreinte forte et rassurante. Depuis l'appartement, un petit gémissement se fit entendre. L'une des jumelles venait de se réveiller. « J'y vais. » Véronique se redressa. Elle retourna à l'intérieur. Dans son appartement, sans Maxime, sans Nadine, sans leur réfrigérateur de malheur, et sans leur complot. Elle s'approcha du petit lit, et souleva Sophie, car c'était elle qui pleurait. Elle la pressa contre sa poitrine.
Un petit corps tout chaud. L'odeur du lait, mêlée à celle du talc pour bébé. Chut, mon bébé. Maman est là. Sophie se calma, respira doucement, et se rendormit. Véronique la recoucha, arrangea sa couverture, puis regarda Alice. Celle-ci dormait profondément, les bras écartés. Ce sont ses filles. Sa vie, sa propre responsabilité. De nombreuses épreuves l'attendaient. Le divorce, les tribunaux, la pension, les nuits sans sommeil, l'épuisement, le télétravail avec 2 nourrissons sur les bras. Mais elle allait y arriver, parce qu'elle savait maintenant, avec certitude, que Maxime ne l'avait jamais aimée sincèrement. Il cherchait juste une femme de ménage, et une couveuse pour ses héritiers, tandis que sa mère cherchait une belle fille docile, à qui elle pourrait donner des ordres. Il s'était trompé d'adresse. Véronique Séverin était une analyste financière surdiplômée, propriétaire de son propre appartement, fille d'un colonel du GIGN, sœur de 2 hommes solides, toujours prêts à la défendre, et surtout, la mère de 2 petites filles, à qui elle montrerait ce que signifie être une femme forte. Elle retourna dans sa chambre, s'allongea sur le lit, et ferma les yeux. Demain, une nouvelle vie commencerait. Une vie difficile, mais honnête, libre, et qui n'appartiendrait qu'à elle. La sortie de la maternité était programmée pour 10 heures du matin. Véronique s'était réveillée à 6 heures, avait nourri ses filles, s'était préparée, enfilant un pantalon noir et une blouse ample de couleur beige, et avait attaché ses cheveux en queue de cheval. Pas de maquillage, elle n'en avait ni le temps, ni l'envie. L'infirmière lui apporta les documents de sortie, les actes de naissance, les certificats médicaux, et les recommandations pour les soins. Véronique rangeait méthodiquement le tout dans son sac, lorsque Nadine fit irruption dans la chambre. Bruyamment, chargée de sacs, et vêtue d'une robe fuchsia éclatante. « Véro, ma chérie, alors, tu es prête ? On rentre à la maison. » Derrière elle, Maxime entra, le regard fuyant, les mains dans les poches, et ne dit même pas bonjour. « Où sont les filles ? » Dans la pouponnière. On va me les amener. Nadine jeta un œil dans le sac de Véronique. Oh mon Dieu, mais pourquoi tu les habilles comme ça ? Elles vont avoir beaucoup trop chaud. Il fait bon, dehors. Pourquoi toutes ces couches ? Les médecins recommandent de bien couvrir les nouveau-nés. Qu'est-ce qu'ils en savent, les médecins ? J'en ai élevé 3. Enfin un, mon petit Max, mais je sais très bien qu'il ne faut pas les surchauffer. Véronique choisit de se taire. L'infirmière apporta les porte-bébés avec les filles. Sophie et Alice dormaient, emmitouflées dans de fines couvertures. Nadine tendit immédiatement les bras. « Oh, mes petits amours en or, c'est mamie qui va vous ramener à la maison. Je vais les porter. »« Laisse tomber, tu es encore faible après l'accouchement, » dit Maxime. « Je m'en occupe. » Véronique saisit fermement les 2 porte-bébés. Nadine recula, en pinçant les lèvres. Ils descendirent vers la voiture. Maxime prit le volant. La belle-mère s'installa sur le siège passager avant, et Véronique prit place à l'arrière, avec ses filles. La voiture démarra. Nadine se retourna immédiatement. « Écoute, Véro, la façon dont tu les tiens. Ce n'est pas bon. Il faut incliner le siège, sinon leur petite tête est mal placée. C'est la bonne position. On me l'a montré à la maternité. » Oh, ce qu'on montre à la maternité. Moi, quand j'élevais mon Max. Et ce fut le début d'un long monologue, racontant comment Nadine avait dû gérer seule son bébé, son travail, et les tâches ménagères. Véronique regardait par la fenêtre. La ville défilait. Des rues familières. Il serait bientôt à la maison. Et de toute façon, Véro, tu dois te détendre, tu ne dois pas être si coincée. À mon époque, les femmes n'étaient pas aussi douillettes. Tu accouches, et hop, tu te remets direct au ménage. Maxime conduisait en silence, le regard fixé sur la route. Véronique sentait la tension monter en elle. Chaque cellule de son corps était sur le qui-vive. Dans quelques minutes, ils arriveraient à la maison, et là, elle découvrirait ce dont ils avaient parlé,
dans leurs messages. La voiture s'engagea dans la cour de l'immeuble, et se gara. Maxime sortit le premier, ouvrit le coffre, et prit les sacs. Nadine attrapa l'un d'eux, et se dirigea vers la porte du bâtiment. « Allez, venez, je vous ai préparé une sacrée surprise. » Véronique prit les porte-bébés. C'était lourd. Ses bras manquaient encore de force. Mais elle tint bon. Dans l'ascenseur, sa belle-mère ne cessa de parler, pas une seule seconde. « Tu vas voir comment j'ai tout aménagé, j'ai refait la chambre des bébés, j'ai organisé la cuisine. Ce sera tellement plus pratique, pour toi. » L'ascenseur s'arrêta au bon étage. Les portes s'ouvrirent. Maxime sortit, ouvrit la porte de l'appartement, et s'écarta pour laisser passer sa mère. Celle-ci s'engouffra à l'intérieur, jetant ses chaussures. Véronique entra la dernière, et comprit immédiatement. Dans la cuisine, près de la fenêtre, trônait un deuxième réfrigérateur, brillant, flambant neuf, immense, juste à côté du leur. Nadine frappa dans ses mains, ravie d'elle-même. « Alors, qu'est-ce que tu en dis ? C'est pratique, n'est-ce pas ? Comme ça, les aliments ne se mélangeront plus. » Véronique posa silencieusement les porte-bébés au sol, et s'approcha. Sur la porte de l'appareil, un post-it était collé, pour Maxime et maman. Maxime s'éclaircit la gorge, et vint se placer à côté d'elle. « Voilà, Véronique. Ça, c'est pour les courses de ma mère et moi, tu achèteras tes propres affaires pour toi et les enfants. » Ces mots claquèrent sèchement, sans la moindre explication, comme une véritable sentence. Véronique se tourna vers lui, et le regarda droit dans les yeux. Maxime soutint son regard pendant 2 secondes, avant de le fuir. « C'est clair, » répondit-elle doucement. Elle balaya la cuisine du regard. Sur la table, une tasse inconnue. Dans un coin, les pantoufles de Nadine, roses et pelucheuses. Véronique alla dans la salle de bain, et ouvrit le placard. Sur l'étagère s'alignaient les pots de crème de sa belle-mère, son shampoing, son éponge accrochée au mur. La chambre. Sur le lit, traînait un peignoir qui n'était pas le sien, bordeaux, en tissu éponge. Dans l'armoire, pendaient les vêtements de Nadine. Beaucoup de vêtements. Son emménagement était définitif. Véronique retourna dans l'entrée, prit les bébés, les porta dans la chambre d'enfant, et posa les nacelles près de la fenêtre. Les filles dormaient, toutes petites, si vulnérables. Elle referma la porte derrière elle, et retourna dans la cuisine. Maxime et sa mère étaient attablés, buvant du thé, et discutant à voix basse. « Tu as l'air épuisé, » déclara Maxime. « Va te reposer. » Véronique acquiesça, alla dans sa chambre, et s'allongea sur le lit, tout habillée. Elle entendait la conversation, qui se poursuivait dans la cuisine. Les voix étaient étouffées, mais les mots restaient parfaitement audibles. « Max, mon chéri, tu as été parfait. Tu as très bien fait, de poser les limites tout de suite. » « Oui, maman, il fallait le faire depuis longtemps. Maintenant, c'est moi qui vais gérer la maison, et tu pourras enfin souffler, loin de ses caprices. » Elle exigeait toujours quelque chose, un coup elle veut travailler, un coup elle fait des plans. J'en ai assez. Eh bien, maintenant, elle ne pourra plus aller nulle part. Avec 2 nourrissons sur les bras, où veux-tu qu'elle aille ? Un rire. Satisfait, suffisant. Véronique resta immobile, les poings serrés. Sa respiration devint difficile. Pas à cause de la douleur de l'accouchement, mais à cause d'une rage sourde. Il parlait d'elle. Chez elle. Il distribuait les rôles, et planifiait sa vie à sa place. Elle sortit son téléphone de sa poche, ouvrit la conversation avec son père, et tapa ce message. « Papa, venez demain matin très tôt, avec mes frères. À la même adresse. » La réponse fut immédiate. « Nous prenons la route cette nuit, nous serons là à 5 heures du matin. Tiens bon, ma fille. » Véronique glissa le téléphone sous son oreiller, et ferma les yeux. Il fallait dormir un peu, et rassembler ses forces. Demain, la guerre allait commencer. Elle se réveilla vers minuit.
L'une des petites pleurait. Véronique se leva, et alla dans la chambre des bébés. C'était Sophie, elle avait faim. Elle la prit dans ses bras, s'installa dans le fauteuil, et la mit au sein. La petite bouche attrapa goulûment le mamelon. La porte s'entrebâilla. Maxime passa la tête. « Tu n'arrives pas à dormir ? Je donne à manger. » Il resta là, à les regarder un instant, puis tourna les talons, et s'en alla. Véronique nourrit Sophie, puis ce fut le tour d'Alice, qui s'était réveillée à son tour. Elle les recoucha toutes les deux, et regagna sa chambre. Maxime ronflait bruyamment, de son côté du lit, sans même bouger d'un cil. Véronique prit son téléphone, ouvrit l'application de l'appareil photo, et se rendit silencieusement dans la cuisine. Elle photographia le deuxième réfrigérateur, sous tous les angles. Un gros plan sur le post-it, pour Maxime et maman. Elle ouvrit la porte. À l'intérieur, des aliments de choix, des fromages coûteux, de la charcuterie fine, des salades en barquette, un beau gâteau, des bouteilles de vin. Elle photographia le contenu, referma la porte, fila dans la salle de bain, et filma l'étagère couverte des produits de sa belle-mère, ainsi que le peignoir accroché au mur. La chambre. Elle ouvrit la penderie, et photographia les vêtements de Nadine. L'entrée. Les pantoufles, et le manteau sur le porte-manteau. Elle documenta absolument tout, de manière méthodique, avec le plus grand sang-froid. De retour dans sa chambre, elle ouvrit le tiroir de la commode, où étaient rangés les papiers importants, et en sortit une chemise cartonnée. L'acte de propriété de l'appartement, au nom de Véronique Séverin. La date d'achat, 2 ans avant le mariage. Les relevés bancaires. Son compte personnel, affichant une somme rondelette. Le compte joint, pratiquement vide, car Maxime dépensait tout pour ses propres besoins. Elle n'avait pas accès à son compte à lui, mais elle en connaissait approximativement le solde. Les actes de naissance des filles, Sophie, Bérégovoa, et Alice. Véronique photographia chaque document, les envoya sur le cloud, et envoya une copie par mail à son père. Elle rangea le dossier à sa place, s'assit au bord du lit, et contempla son mari endormi. Il fut un temps où elle l'aimait. Un temps où elle croyait qu'il serait heureux, où il faisait des projets, et rêvait d'avoir des enfants. Et le voilà, vautré en train de ronfler, ignorant que demain, sa vie basculerait à tout jamais. Véronique s'allongea, remonta la couette sur elle, et ferma les yeux. Mais elle ne trouva pas le sommeil. À 4 heures du matin, elle se leva, silencieusement, pour ne pas réveiller Maxime. Elle fit un brin de toilette, s'habilla avec un pantalon confortable et un t-shirt gris, et alla dans la chambre des petites. Elle dormait paisiblement. Véronique resta un moment penchée sur les lits, observant ses minuscules visages. Vous ne grandirez pas dans une maison, où l'on rabaisse votre mère. Je vous en fais la promesse. Elle retourna dans l'entrée. À 5 heures pile, de légers coups résonnèrent contre la porte d'entrée. Véronique alla ouvrir, sans allumer la lumière. Sur le palier se tenaient 3 hommes. Georges Séverin, avec ses cheveux gris coupés très courts, son visage buriné et sévère, et ses larges épaules sous une veste sombre. Un regard lourd, observateur. Antoine, le frère aîné, 35 ans, approchant les 2 mètres, des muscles impressionnants sous un t-shirt noir, et sa cicatrice au-dessus du sourcil gauche, vestige des compétitions sportives. Hugo, le petit frère, 32 ans, svelte, nerveux, le crâne rasé, vêtu de sa veste de police. Ma fille. Son père l'enlaça, fermement, mais avec douceur. Comment tu te sens? Ça va aller, papa. Entrez. Ne faites pas de bruit. Ils entrèrent, et retirèrent leurs chaussures sans le moindre son. Antoine posa un imposant sac de sport contre le mur. Véronique les conduisit dans la cuisine, et leur montra le 2e réfrigérateur. Son père s'approcha, et lut le post-it. Son visage se figea comme de la pierre. Hugo sortit son téléphone, et prit une photo. Et ce n'est pas tout, murmura Véronique, en leur montrant la salle de bain, et la chambre d'amis. Les affaires de sa belle-mère étaient littéralement partout.
Antoine siffla doucement. Quel culot incroyable. Ils croyaient que j'allais me taire, que j'allais tout supporter. Ils se sont trompés. Georges posa une main sur l'épaule de sa fille. Où sont les enfants? Dans leur chambre. Elles dorment. Fais-nous voir. Véronique conduisit son père dans la chambre. Il s'approcha des berceaux et contempla ses petites filles. Son visage perdit sa dureté, l'espace d'un instant. Il tendit un doigt, et Sophie le serra de sa petite main, tout en continuant à dormir. Elle est magnifique. C'est ton portrait craché. Merci, papa. Ils retournèrent dans la cuisine, et prirent place autour de la table. Antoine sortit un grand thermos de café de son sac, et en servit à tout le monde. Il se réveille à quelle heure? Demanda Hugo, avec un signe de tête vers la chambre principale. Vers 7 heures, en général. Très bien, nous avons le temps de nous préparer. Georges étala sur la table les documents que Véronique lui avait envoyés. Il les examina, et prit quelques notes. L'appartement est à toi. Il n'est pas domicilié ici en permanence. C'est un hébergement à titre gratuit, valable encore 2 ans, mais on peut y mettre fin. Je connais un bon juriste, il nous aidera. Quant à la belle-mère, elle n'est déclarée nulle part ici, ajouta Hugo, qui vérifiait sur les bases de données. C'est une violation de domicile. Antoine eut un sourire en coin. Ils sont cuits. L'horloge affichait 6 heures du matin. Le jour commençait à se lever. Par la fenêtre, la ville s'éveillait. Véronique nourrit ses filles, les changea, et les recoucha. Elles se rendormirent aussitôt, elles étaient encore si petites, et n'avaient pas encore de rythme défini. Elle revint dans la cuisine. Les hommes étaient assis, en silence. Son père lisait un journal, qu'il avait apporté avec lui. Antoine faisait défiler l'écran de son téléphone. Hugo notait des choses dans un petit carnet. La famille. Une famille forte et unie. À 6h30, un bruit se fit entendre du côté de la chambre. Maxime venait de se réveiller. Véronique échangea un regard avec son père, qui lui fit un signe de tête affirmatif. Ils l'entendirent se lever, aller dans la salle de bain, revenir, et s'habiller. La porte de la chambre s'ouvrit. Maxime apparut, ébouriffé, vêtu d'un t-shirt froissé et d'un pantalon de jogging. Il s'étirait, bâillait, et marchait vers la cuisine, sans regarder autour de lui. Il entra, et se pétrifia. Autour de la table, étaient assis 3 inconnus. Des hommes imposants, et à l'air peu commodes. Ils le fixaient de leurs regards lourds. Véronique se tenait debout, près de la fenêtre, avec Sophie dans les bras, et Alice dans un couffin à côté d'elle. Sur la table, s'étalaient des documents. Beaucoup de documents. Maxime ouvrit la bouche, la referma. L'ouvrit encore une fois. Il devint d'une pâleur cadavérique. Georges Séverin se leva très lentement, et se redressa de toute sa hauteur. 1,90 m, des épaules de déménageur, des mains habituées à manier les armes. Bonjour. Je suis le père de Véronique, le colonel Georges Séverin. Et voici mes fils, Antoine et Hugo, les frères de votre femme. Maxime recula vers la porte. Qu'est-ce que... Qui vous a? Nous sommes venus aider notre fille, reprit Georges d'une voix placide. L'aider à s'installer après la maternité, avec ses enfants, dans son propre appartement. Il laissa planer un silence pesant, oppressant. Et nous sommes venus vous aider à déménager. Pour être plus précis, vous aider à dégager de son appartement. Maxime poussa un cri d'horreur, mélange de panique et d'incompréhension totale face à la situation. Véronique, qu'est-ce que ça signifie? Qui sont ces gens? Véronique berçait calmement Sophie, tout en fixant son mari d'un regard glacial. C'est ma famille. Tu voulais bien que nos proches nous aident, non? Eh bien voilà, ils aident. Je ne comprends pas, quel déménagement? C'est mon appartement. Georges déposa l'acte de propriété sur la table.
Le vôtre? Curieux. C'est un autre nom, qui est écrit ici. Maxime s'empara du document, et le lut. Son visage devint gris cendré. Mais nous vivons ensemble. Je suis son mari, j'en ai le droit. C'est un simple hébergement, rétorqua Hugo, en brandissant un document imprimé. Il est encore valable 2 ans, mais le propriétaire peut l'annuler à n'importe quel moment. La loi vous interdit de me jeter dehors comme ça. Antoine se leva silencieusement, et croisa les bras sur sa poitrine. Ses muscles se contractèrent sous le tissu fin de son t-shirt. Maxime recula d'un pas. Depuis la chambre, la voix de Nadine retentit. « Max, mon chéri, pourquoi tu fais tout ce bruit ?» Elle sortit dans le couloir, vêtue de son peignoir bordeaux en tissu éponge, les cheveux en bataille, le visage bouffi par le sommeil. En découvrant les hommes dans la cuisine, elle s'arrêta net. « Qui sont ces gens ?»« La famille de votre belle-fille, » répondit Georges. Ou plus exactement, la famille de la propriétaire de cet appartement. Nadine poussa un hoquet de surprise, et s'agrippa à l'encadrement de la porte. « Max, j'ai peur. Appelle la police. » Hugo sortit sa carte professionnelle, et la présenta ostensiblement. « Capitaine de police Hugo Séverin. Vous souhaitez faire un signalement ?» La belle-mère ferma la bouche, et se laissa glisser sur le sol, en plein milieu du couloir. Maxime passait nerveusement son regard de son beau-père, à ses beaux-frères, puis à Véronique. « Véro, mais c'est un énorme malentendu. Allez, discutons calmement. » « Discutons, » acquiesça Véronique. « Quand je suis rentrée de la maternité avec mes jumeaux, j'ai vu un 2e réfrigérateur dans la cuisine. Ça, c'est pour les courses de ma mère et moi, tu achèteras tes propres affaires pour toi et les enfants, a déclaré mon mari. Je n'ai rien dit, et je suis allée me coucher. » Elle reprit son souffle. Et au matin, mon mari s'est réveillé et a hurlé de terreur, en voyant mon père et mes frères dans ma cuisine, dans mon appartement, prêts à me défendre, moi et mes filles. Un silence de plomb s'abattit sur la pièce. Nadine sanglotait bruyamment dans le couloir. Maxime se tenait là, les bras ballants. Son visage était terreux. Georges fit le tour de la cuisine du regard. Un 2e réfrigérateur. Une solution fort intéressante, pour vos courses avec maman. Il s'en approcha, ouvrit la porte, et examina le contenu. De très bons produits. Pendant que ma fille, et mes petites filles, doivent s'acheter à manger séparément. Il referma la porte, et se tourna vers Maxime. Il vous reste très exactement 30 minutes pour rassembler vos affaires, et quitter cet appartement. C'est la propriété de ma fille. Vous ne vivez plus ici. Mais où voulez-vous que j'aille ? C'est votre problème. Vous n'avez pas le droit. Antoine fit un pas en avant. Maxime fit un bond en arrière. J'ai des enfants. Ce sont mes enfants. Tes enfants, répéta Véronique doucement. Tes enfants, pour qui tu as refusé d'acheter à manger ? Oui, ce sont les tiens. Tu paieras la pension alimentaire prévue par la loi chaque mois, et tu les verras selon le planning fixé par le juge. Tu as demandé le divorce ? Je dépose le dossier demain. Aujourd'hui on est dimanche, les administrations sont fermées. Maxime se laissa tomber sur une chaise, et enfouit son visage dans ses mains. Nadine se releva avec difficulté, s'accrochant toujours au cadre de la porte. C'est illégal. On ira au tribunal. On va tout vous. Hugo se leva, s'approcha d'elle, et sortit son carnet. Madame Nadine, vous vous trouvez dans un appartement qui n'est pas le vôtre, et de manière totalement illégale. Vos affaires ont été découvertes dans un lieu où vous n'êtes ni domicilié, ni déclaré. C'est une violation de domicile, punie par l'article 226-4 du Code pénal. Vous risquez la prison ferme. La belle-mère blêmit, et porta une main à son cœur. Je voulais seulement aider. Aider, acquiesça Georges. En installant votre propre frigo,
en emménageant avec toutes vos affaires, et en mettant ma fille à la diète séparée. Quelle aide bouleversante de générosité! Il ramassa les documents sur la table, et les rangea soigneusement dans une pochette. Il vous reste 25 minutes. Antoine, Hugo, aidez nos chers invités à faire leurs bagages. Les deux frères se dirigèrent vers la chambre. Maxime bondit, et courut après eux. Ne touchez pas à mes affaires. Nous ne faisons que vous aider à les rassembler, répondit calmement Antoine. Ce sera plus rapide, et plus efficace. Depuis la chambre, on entendit le bruit des portes d'armoire, et le froissement des sacs en plastique. Véronique, toujours debout près de la fenêtre, berçait Sophie. La petite s'était réveillée, et pleurnichait. Elle avait encore faim. Son père s'approcha, et lui posa une main sur l'épaule. « Tu vas t'en sortir ? » ?»« Oui, papa. On va rester quelques jours, pour t'aider à t'organiser. » »« Merci. » Antoine sortit de la chambre. Dans ses mains, un énorme sac poubelle. Les affaires de Madame Nadine. Il balança le sac dans le couloir. La belle-mère poussa un petit cri. Hugo sortit à son tour, avec 2 autres sacs. Les affaires de Monsieur Maxime. Maxime restait dos au mur, le visage inondé de larmes, les mains tremblantes. « Véronique, je t'en supplie, donne-moi une chance, je vais m'améliorer. » Elle le regarda longuement, avec une grande attention. « Non. » Un seul mot. Catégorique, définitif. Tu as eu ta chance. Et tu l'as gaspillée pour un frigo pour ta mère. Antoine ouvrit la porte d'entrée en grand. Je vous en prie. Nadine, entre 2 sanglots, s'empara des sacs, et se traîna vers la sortie. Maxime restait immobile. Je n'ai nulle part où aller. Ta mère a un appartement, répondit Véronique. Va chez elle. Vous vivrez ensemble, avec un seul réfrigérateur pour vous deux. Maxime sursauta, attrapa ses sacs, et se dirigea lentement vers la porte. Sur le seuil, il se retourna. Je t'aimais. Non. Tu aimais l'idée d'avoir une femme bien docile. Tu t'es trompé d'adresse. Il sortit. Nadine trottinait derrière lui, geignant des reproches à travers ses larmes. Antoine referma la porte, et mit la chaînette de sécurité. Le silence revint. Véronique s'appuya contre le mur. Ses jambes flageolaient. Son père la rattrapa, et l'aida à s'asseoir sur une chaise. « Tiens bon, ma fille. »« Je tiens. » Sophie se mit à pleurer plus fort. Par automatisme, Véronique la mit au sein. La petite bouche attrapa le mamelon, et commença à téter. Hugo alla dans la cuisine, et ouvrit la porte du 2e réfrigérateur. « Qu'est-ce qu'on fait de ça ? » Éteins-le, vide-le, et mets-le dans les parties communes, qu'ils le reprennent. Les frères se mirent au travail, transvasèrent les produits dans des sacs, et débranchèrent l'appareil. Antoine et Hugo le soulevèrent à 2, le sortirent de l'appartement, et le posèrent contre le mur du couloir, avant de revenir. C'est fait. Véronique hocha la tête, tout en continuant à nourrir Sophie, puis elle la changea de bras, prit Alice, et nourrit sa 2e fille. Georges mit la bouilloire à chauffer, prépara un thé fort, et servit sa fille. Bois, tu as besoin de prendre des forces. Véronique buvait son thé brûlant, en observant sa cuisine. Plus de 2e réfrigérateur. Plus de Maxime. Plus de Nadine. Il n'y avait plus qu'elle, ses filles, et sa famille. Sa vraie famille. Et maintenant, demanda-t-elle, à voix basse. Son père s'assit en face d'elle, et lui prit la main. Maintenant, tu vis, tu élèves tes filles, tu travailles, tu t'occupes du divorce, tu touches la pension alimentaire, et tu te reconstruis. Et s'il revient ? Il ne reviendra pas. Il a très bien compris. Nous lui avons expliqué, de manière très claire. Hugo acquiesça. S'il essaie, appelle-moi,
Je viendrai lui expliquer une deuxième fois. Véronique esquissa un faible sourire. Merci. Antoine ouvrit le réfrigérateur, leur bon vieux frigo habituel, et sortit des ingrédients. Je vais préparer le petit déjeuner, il faut que tu manges. Une mère qui allait a besoin de beaucoup de calories. Il se mit à faire des miracles au fourneau, œufs au plat, toast, légumes grillés. Véronique tenait Alice dans ses bras. La petite respirait doucement. Ses minuscules doigts serraient ceux de sa mère. Sa fille, sa responsabilité, sa vie. Dehors, le soleil se levait. C'était le début d'une nouvelle journée. Le premier jour sans Maxime, sans sa mère, sans leurs stratagèmes ni leurs manipulations. Une journée qui s'annonçait difficile, mais où elle était enfin libre. Antoine posa les assiettes pleines sur la table. Véronique réalisa soudain qu'elle était affamée. Terriblement affamée. Ces derniers jours, elle n'avait presque rien mangé, les nerfs, l'accouchement, le stress. Il fallait maintenant récupérer. Elle mangea de bon appétit. Ses frères racontaient des anecdotes drôles sur leur travail. Son père les écoutait, et commentait de temps à autre. Une scène de famille des plus banales, le petit déjeuner dans la cuisine, les discussions, la chaleur humaine. Tout ce dont Véronique avait été privée, avec Maxime, depuis bien longtemps. Après le petit déjeuner, Georges se leva. Antoine, Hugo, on fait le tour de l'appartement, on vérifie les serrures, les fenêtres, et on installe un verrou supplémentaire, par précaution. Les frères acquiescèrent, prirent des outils dans leur sac, et partirent inspecter les lieux. Véronique, restée dans la cuisine, finit son thé en regardant par la fenêtre. En bas, devant l'immeuble, se trouvaient Maxime et sa mère. Et à côté d'eux, le fameux réfrigérateur. Ils se disputaient au sujet de quelque chose. Nadine agitait les bras dans tous les sens. Maxime était voûté, la tête baissée. Puis une camionnette arriva. Des déménageurs chargèrent le frigo à l'arrière. Maxime et sa mère montèrent dans le véhicule, et partirent. Véronique regarda la camionnette disparaître au coin de la rue. C'était terminé. Ils étaient sortis de sa vie, pour de bon. Elle se leva, s'approcha de l'endroit où se trouvait le deuxième réfrigérateur, et passa la main sur le sol. C'était propre, comme s'il n'avait jamais été là. Georges revint dans la cuisine. On a installé de nouveaux verrous, la chaîne est renforcée, les fenêtres sont sécurisées, tout est en ordre. On a noté nos numéros de téléphone bien en vue, on les a aimantés sur ton frigo. Merci, papa. On va rester une petite semaine avec vous les garçons, on va t'aider avec les petits, faire le ménage, et ensuite, on repartira. Mais on sera toujours joignable, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Véronique serra son père très fort. Il lui rendit son étreinte. Tu es une femme forte, ma fille, tu t'en sortiras. J'en suis certain. Et c'était la vérité. Beaucoup d'épreuves l'attendaient. Le divorce au tribunal. Le partage des biens, même s'il n'y avait pas grand-chose à partager, puisque tout était à elle. Il faudrait se battre avec les huissiers, pour obtenir la pension alimentaire, car il était peu probable que Maxime paie de son plein gré. Les nuits blanches avec 2 nourrissons. La fatigue accumulée. Le télétravail à gérer entre 2 biberons, et 2 changements de couches. La solitude. Le manque d'aide au quotidien, car son père et ses frères vivaient loin, et même s'il viendrait à son appel, il ne pourrait pas être présent en permanence. Le jugement des autres, inévitable, de ceux qui lui diraient « Pourquoi as-tu divorcé ? Tu aurais dû supporter ça, pour le bien des enfants. » Mais Véronique ne regrettait absolument rien, car désormais, dans son appartement, il n'y avait plus de deuxième réfrigérateur, pour les courses de maman et de Maxime. Il n'y avait plus de mari, qui la considérait comme une couveuse et une femme de ménage. Il n'y avait plus de belle-mère, rêvant de la transformer en une servante corvéable à merci. Il n'y avait plus qu'elle, ses 2 petites filles, et une famille toujours prête à la soutenir, en cas de coup dur. Et cela lui suffisait. C'était même plus que suffisant. Véronique retourna dans la chambre des petits, s'assit dans le fauteuil,
placée entre les deux lits, et regarda ses filles dormir. Sophie et Alice. Ses filles à elle. Elles grandiront fortes et totalement indépendantes. Jamais personne n'osera leur dicter où elles doivent acheter la nourriture, pour leurs propres enfants. Car leur mère leur montrera l'exemple. Elle leur montrera ce que signifie se défendre et défendre les siens. Ce que signifie refuser l'humiliation et être la seule et unique maîtresse de sa vie. Véronique s'enfonça dans son fauteuil et ferma les yeux. Elle était fatiguée. Profondément fatiguée. Mais c'était une bonne fatigue, celle qui suit une bataille que l'on a remportée. Depuis la cuisine, des voix lui parvenaient. Son père et ses frères discutaient, très doucement, pour ne pas réveiller les bébés. Véronique écoutait ces voix familières, si rassurantes, et pour la première fois depuis très longtemps, elle se sentit enfin en sécurité. Dans sa maison, dans son appartement, dans sa vie. Son deuxième réfrigérateur. Maxime se tenait dans l'encadrement de la porte, les yeux rivés sur les trois hommes attablés. Le visage blême, les mains secouées de tremblements. Il hurla de terreur, non seulement en les voyant, mais en comprenant soudain toute la situation. Les documents, étalés en éventail sur la table. Les cachets officiels, bien visibles même de loin. Véronique avec ses filles, calmes, maîtresses d'elles-mêmes, lointaines. Et ces hommes, imposants, silencieux, menaçants. Son plan venait de s'effondrer. Là, à l'instant même. Il essaya de reprendre contenance, se redressa, et prit une grande inspiration. Mais qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous foutez dans mon appartement? Antoine se leva lentement. Il se tint droit, du haut de ses 2 mètres, ses 110 kilos de muscles bandés. Il fit un seul pas en avant. Maxime se tut aussitôt, et recula vers le mur. Georges Séverin déposa l'acte de propriété sur la table, et le tourna, pour que Maxime puisse bien le lire. Cet appartement appartient à ma fille. Véronique Séverin, acheté 2 ans avant votre mariage. Voici le document original, cachet, signature, date. Une pause, lourde de sens. Tu n'es pas domicilié ici. Tu as seulement bénéficié d'un hébergement à titre gratuit, grâce à sa grande bonté, une bonté qui a pris fin, ce matin même. Maxime ouvrit la bouche, la referma, puis regarda Véronique. Véro. Il te reste 30 minutes, poursuivit Georges, d'une voix placide. 30 minutes pour rassembler tes affaires, et quitter les lieux. Nous t'aiderons à porter tes sacs, jusqu'à la sortie. C'est totalement illégal. Je suis son mari. J'ai le droit de vivre ici. Hugo sortit un document imprimé de son dossier. Un certificat d'hébergement peut être annulé par le propriétaire, de façon unilatérale, à tout moment. Tu peux vérifier les textes de loi, si tu veux. Maxime se prit la tête entre les mains. Je ne comprends pas ce qui se passe. Véronique, explique-moi. Véronique changea Sophie de bras, et regarda son mari d'un œil glacial. Tu as apporté un 2e réfrigérateur, pour ranger tes courses avec ta mère. Tu m'as dit que je devais acheter à manger, séparément, pour moi et mes enfants. Voilà qui explique tout. Mais, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais juste organiser l'espace. L'organiser, répéta Véronique. C'est très clair. Il reste 28 minutes. Depuis la chambre, une voix ensommeillée se fit entendre. Max, mon chéri, pourquoi tu fais tout ce raffut? Nadine sortit dans le couloir, drapée dans son peignoir, ébouriffée, le visage renfrogné. En découvrant la scène dans la cuisine, elle se figea. 3 hommes inconnus. Maxime adossé au mur, livide. Véronique avec ses enfants, distante. Qu'est-ce qui se passe ici? La voix de la belle-mère monta dans les aigus, hystérique. Comment osez-vous? Qui êtes-vous? J'appelle la police tout de suite. Hugo sortit sa carte professionnelle. Calme, impassible. Capitaine de police Hugo Séverin. Appelez-les, je vous en prie.
Vous expliquerez à mes collègues de quel droit vous occupez un appartement qui n'est pas le vôtre. Nadine ouvrit la bouche, la referma, et devint toute blanche. Nous. Je suis juste là pour aider avec les enfants. Aider? Georges pointa la cuisine du menton. En installant votre propre frigo, en ramenant toutes vos affaires, et en réquisitionnant la chambre. Quelle aide émouvante! Antoine s'avança vers le deuxième réfrigérateur, ouvrit la porte, débrancha la prise, et commença à pousser l'appareil en direction de l'entrée. « Qu'est-ce que tu fais » hurla la belle-mère. « C'est à nous, c'est nous qui l'avons payé. »« Emmenez-le » dit doucement Véronique. « Et emmenez-vous, avec lui. » Immédiatement. Maxime tenta de s'approcher d'elle. « Véro, attends, on va parler. » Calmement, je vais tout arranger, je te le promets. Non. Un seul mot, implacable. Véronique sortit de la poche de son gilet, des feuilles pliées en deux, et les tendit à son mari. Voici les papiers du divorce. Tu peux les signer tout de suite, ou tu les recevras par voie d'huissier. La deuxième option sera beaucoup plus longue, et bien plus chère. Maxime prit les papiers d'une main tremblante, et les parcourut des yeux. Tu es sérieuse? Absolument. Mais les enfants. Pense un peu aux enfants. C'est précisément à eux que je pense. Et c'est pour ça que je divorce. Nadine se précipita vers son fils. Max, mon chéri, ne signe rien. C'est du chantage. Des menaces. Il n'y a aucune menace, déclara Georges, en se levant. Seulement la loi, et le simple bon sens. Il embrassa l'appartement du regard. Vos affaires sont dans la chambre. Emballez-les. 25 minutes. On ne partira pas d'ici, trépigna la belle-mère. C'est la maison de mon fils. La maison de votre fils, c'est l'appartement qu'il loue juste au-dessus, précisa Hugo. On a vérifié. Le bail court encore sur 6 mois. Nadine se cramponna à son cœur, et s'appuya lourdement contre le mur. Ma tension. Mon cœur. On appelle le SAMU, proposa Antoine, avec une sollicitude feinte. La belle-mère se redressa brusquement. Ce n'est pas la peine. Alors, faites vos valises. 23 minutes. Maxime se tenait là, les papiers du divorce à la main, et regardait Véronique. Dans ses yeux, on lisait le désespoir, et la panique. Je vais m'améliorer, je te le jure. Laisse-moi une chance. Une dernière chance. Tu l'as déjà eue. 5 ans de mariage. Et tu l'as gâché. Je t'aime. Non, tu aimais l'idée d'avoir une femme pratique. Une femme qui se tairait gentiment, quand tu ramènerais un deuxième frigo pour ta petite maman. Véronique berçait Sophie. La petite fille commençait à pleurnicher. Je dois nourrir mes filles. Allez faire vos valises. Elle alla dans la chambre des bébés, et referma la porte. Maxime resta dans le couloir, complètement déboussolé, écrasé par la situation. Nadine se rua dans la chambre d'amis, commença à attraper ses affaires, et à les fourrer dans des sacs, tout en marmonnant des insultes sur l'ingratitude et la méchanceté des gens. Antoine et Hugo l'aidaient. Sans un mot, mais avec une redoutable efficacité. En 15 minutes, toutes les affaires de la belle-mère furent emballées dans de grands sacs poubelles, et jetées dans le couloir. Georges rassembla les affaires de Maxime. Proprement, méthodiquement, dans des sacs de voyage. Maxime était prostré sur le canapé, la tête entre les mains, les papiers du divorce posés à côté de lui, intacts. « Tu signes maintenant, ou plus tard ?» demanda Georges. « Plus tard. C'est toi qui vois. Tu recevras une convocation au tribunal. » Il posa les sacs près de la porte. « C'est bon, vous pouvez y aller. » Nadine attrapa ses sacs. Les larmes ruisselaient sur son visage, maculant son maquillage. « Tu vas le regretter » cria-t-elle, en direction de la chambre des bébés. «
Tu finiras par ramper jusqu'à moi. Sortez. Antoine ouvrit la porte en grand. La belle-mère sortit. Maxime se leva avec peine, prit ses sacs, et se retourna, une dernière fois, sur le pas de la porte. Véronique. Si jamais tu changes d'avis. La porte de la chambre d'enfant s'ouvrit. Véronique s'y tenait, sa fille dans les bras. Je ne changerai pas d'avis. Pars. Maxime sortit. Antoine referma la porte derrière lui, mit la chaînette, et enclencha le nouveau verrou qu'ils avaient posé la nuit même. Le silence revint, apaisant. Véronique s'adossa à l'encadrement de la porte, ferma les yeux, et souffla. C'est fini, ma fille, lui dit son père, en l'enlaçant par les épaules. Tout est fini. Non, papa. Ça ne fait que commencer. 1 heure plus tard, on sonna à la porte. Hugo regarda par le judas. C'est une femme, seule, avec une mallette. Véronique ouvrit la porte. C'était Irène Vasseur, 42 ans, avocate, et amie de Véronique depuis l'université. Tailleur noir strict, cheveux courts, et un regard perçant. Salut, Véro. J'ai reçu ton message. Je suis là pour t'aider. Entre. Irène entra, dévisagea les hommes présents, et fit un signe de tête. La famille? Oui, mon père et mes frères. Parfait. Le soutien moral est donc assuré. Maintenant, on passe à l'aspect juridique de l'affaire. Elle s'installa dans la cuisine, sortit des dossiers de sa mallette, et les étala sur la table. Alors, le divorce. Le motif sera altération définitive du lien conjugal, ou torts exclusifs. Vos proches, ici présents, pourront témoigner des conflits. En plus, as-tu des preuves? Véronique lui montra son téléphone, les photos, les vidéos, les SMS. Irène examina le tout, en prenant des notes. C'est bon. C'est même très bon. Cette histoire de deuxième frigo, c'est une pépite, ça prouve parfaitement son mépris pour sa propre famille. Elle ouvrit un autre dossier. La pension alimentaire. Pour 2 enfants, elle sera calculée sur tous ses revenus. Il est développeur informatique, c'est ça? Salaire officiel de 3 000 €. Ça fera environ 800 à 1 000 € par mois. C'est peu, fit remarquer Georges. Oui, mais c'est le barème légal. Par contre, on peut demander des dommages et intérêts au juge. Pour le préjudice moral, l'humiliation, et la tentative d'éviction du domicile. Irène regarda Véronique. Prête pour la bagarre judiciaire? Prête. Alors on lance la procédure. Je dépose la requête lundi. Le divorce peut prendre quelques mois s'il ne conteste pas, beaucoup plus s'il fait traîner. La pension sera fixée par ordonnance provisoire. Elle sortit d'autres formulaires. La liquidation des biens. L'appartement est à toi, acquis avant le mariage. Les meubles achetés en commun seront divisés par 2, mais vu que tu as la garde des enfants, le juge t'accordera probablement l'usage de tout le mobilier. Il y a des précédents. Il n'a presque rien de toute façon, précisa Véronique. Il n'a jamais rien mis de côté, il dépensait tout pour lui. C'est encore mieux, ça veut dire qu'il n'y a rien à diviser. Le dossier sera clos plus vite. Irène referma ses dossiers, et plongea son regard dans celui de Véronique. Tu es absolument sûre de toi? Parce qu'il n'y aura pas de retour en arrière possible. J'en suis sûre. Très bien, on avance. Elle rangea ses documents dans sa mallette, et se leva. Je vais préparer tous les papiers. On se voit lundi au tribunal, à 9 heures pétantes. Amène les enfants avec toi. Pourquoi? Pour que le juge voie exactement, pour qui tu te bats. Irène partit. Véronique se retrouva dans la cuisine avec son père, et ses frères. Georges mit la bouilloire à chauffer. Elle est compétente, cette fille. C'est l'une des meilleures, elle gagne la majorité de ses affaires. Tout va bien se passer.
Véronique ne répondit pas, le regard perdu par la fenêtre. Tout allait bien se passer. Le divorce, c'était bien? Se retrouver seule, avec 2 nourrissons, c'était bien? Une pension de 800 €, alors qu'elle aurait besoin du double pour les enfants, c'était bien? Non, ça n'avait rien de bien. Mais c'était infiniment mieux que de vivre avec un mari qui s'achète un frigo pour lui et sa mère. Mieux que de supporter une belle-mère qui ne rêvait que de faire d'elle sa boniche. Mieux que de subir des humiliations quotidiennes sous son propre toit. Oui, c'était beaucoup mieux ainsi. 3 jours s'écoulèrent. Le père et les frères de Véronique vivaient avec elle, et l'aidaient avec les enfants. Antoine préparait les repas. Hugo faisait les courses. Georges se levait la nuit, quand les filles pleuraient. Véronique se reconstruisait, physiquement et mentalement. Le 4e jour, la sonnette retentit. Hugo alla ouvrir. Maxime se tenait sur le palier, un bouquet de lys à la main, l'air livide et les traits tirés. Il faut que je parle à Véronique. Elle ne veut pas te voir. Je t'en prie, juste 5 minutes. Hugo se tourna. Véronique, qui se tenait dans le couloir, acquiesça d'un signe de tête. Il le laissa entrer. Maxime s'avança, et lui tendit les fleurs. C'est pour toi. Je suis désolé, pour tout. Véronique prit le bouquet, et le posa négligemment sur la petite console de l'entrée. Je t'écoute. J'ai compris que j'avais eu complètement tort. Ma mère m'a manipulée, c'est vrai. Je ne le voyais pas, avant, mais maintenant je m'en rends compte. Il fit un pas vers elle. On recommence à 0, s'il te plaît. Je vais quitter l'appartement de ma mère, je vais prendre mon propre logement, je viendrai t'aider avec les filles. Je te prouverai que j'ai changé. Véronique l'observa, longuement, évaluant ses paroles. Non. Mais pourquoi? Je te le jure. Parce que tu as montré ton vrai visage. Quand j'étais enceinte, quand je venais d'accoucher, quand j'étais faible et vulnérable. Tu as ramené un 2e frigo, et tu m'as dit d'acheter ma propre nourriture, séparément, pour mes enfants. Tes enfants. Elle marqua une pause. Ce n'était pas une erreur, ni un égarement. C'était ta vraie nature. Les gens ne changent pas en 3 jours, et certainement pas aussi radicalement. Maxime serra les poings. Je n'abandonnerai pas. Je me battrai pour te reconquérir. Je te le prouverai. Tu me le prouveras par la voie légale. En payant ta pension alimentaire, à l'heure, et en totalité. C'est la seule chose que j'attends de toi. Véronique, mais pense un peu aux enfants. Elles ont besoin de leur père. Véronique s'approcha de la chambre des filles, et ouvrit la porte. Maxime jeta un œil à l'intérieur. Sophie et Alice dormaient dans leur lit. Minuscules, et totalement sans défense. Les enfants ont besoin d'un père qui les aime, et qui s'occupe d'elles, dit Véronique à voix basse. Pas d'un père qui décrète que leur mère doit leur acheter à manger séparément. Tu paieras la pension. Ça, ce sera ton devoir. Le reste, je m'en occupe. Elle referma la porte. Va-t'en, Maxime. Et ne reviens plus jamais, sans y être invité. Maxime resta là un instant, puis tourna les talons, et se dirigea lentement vers la sortie. Près de la porte, il se retourna. Je t'aime quand même. Dommage que ce ne soit pas suffisant. Il partit. Hugo verrouilla la porte, et donna 2 tours de clé. Véronique s'adossa au mur, et cacha son visage dans ses mains. Georges s'approcha pour la serrer dans ses bras. Bravo, ma fille. Tu as fait ce qu'il fallait. Alors pourquoi ça fait si mal? Parce que tu n'es pas une machine dépourvue de sentiments. Tu as de la peine pour les années perdues, et pour tes espoirs déçus. Mais tu as fait le bon choix. Véronique opina du chef, s'écarta, et essuya ses yeux. Il faut que j'aille nourrir les petites. Elle se réfugia dans la chambre des bébés. Georges échangea un regard avec ses fils.
On va bientôt devoir repartir. Il faut qu'elle apprenne à se débrouiller seule. Elle y arrivera, assura Antoine. Elle est forte. Oui. Mais ça va être rude, pour elle. Une semaine plus tard, le père et les frères s'en allèrent. Véronique se retrouva seule, avec ses 2 filles. Les premiers jours furent un enfer absolu. Les filles pleuraient à tour de rôle, le jour, la nuit, sans aucune interruption. Véronique nourrissait, changeait les couches, berçait, nourrissait encore, et dormait par bribes, de 2 ou 3 heures. Elle se réveillait brisée, le crâne en feu, les muscles endoloris, mais elle tenait bon. Elle se préparait des plats simples, se faisait livrer ses courses, et rangeait l'appartement petit à petit, un peu chaque jour. Elle dut reprendre le travail plus tôt que prévu. Dès la 3e semaine après l'accouchement, son entreprise se montra conciliante, on lui confiait des tâches simples, qu'elle pouvait accomplir entre 2 biberons. Véronique travaillait la nuit, lorsque les petites s'endormaient pour de bon, passant 3 ou 4 heures devant son écran. Des rapports, des analyses, des tableaux Excel. L'argent manquait cruellement. Maxime payait sa pension, soit environ 800 €, mais pas un centime de plus. Le salaire de Véronique en télétravail partiel était de 1 500 €, et les aides de la CAF s'élevaient à 900 €. Cela faisait près de 3 200 € pour 3 personnes, mais à Paris, avec un loyer, les charges, la nourriture, les affaires pour les bébés, les couches, et les médicaments, il ne restait absolument rien à la fin du mois. Véronique réduisit ses dépenses au strict minimum, achetait les produits les moins chers, et bannit les taxis, pour ne prendre que le métro et les bus. Elle ne s'achetait plus de vêtements, et portait ses vieilles affaires. Ses cernes devinrent chroniques. Elle perdait ses cheveux par poignées. Son poids chuta de 12 kilos. Mais elle tenait bon. Un mois plus tard, la convocation au tribunal arriva, pour le divorce. Véronique s'y présenta avec ses filles, dans leur poussette double. Irène l'attendait devant l'entrée. Prête ? Oui. L'audience ne dura que 20 minutes. Maxime ne contesta rien, signa tous les documents, le regard fixé sur ses chaussures. Le juge prononça la décision, le divorce était acté, la pension alimentaire était fixée à 33% de ses revenus, et la garde exclusive revenait à la mère. Véronique sortit du tribunal. Elle était enfin libre. Divorcée, et mère célibataire. Toutes mes félicitations, dit Irène, en l'étreignant. Une nouvelle vie commence. Oui, une toute nouvelle vie. Elles se séparèrent. Véronique rentra chez elle, en métro, avec ses filles. C'était une galère sans nom pour faire entrer la poussette dans la rame. Des passagers l'aidaient. D'autres la regardaient d'un œil désapprobateur, si jeune, avec 2 enfants, et toute seule. Véronique n'y prêtait aucune attention. De retour à la maison, elle donna à manger aux filles, les coucha, et s'installa devant son ordinateur. Le travail n'attendait pas. 2 mois s'écoulèrent. Un rythme finit par s'installer. Réveil à 6 heures. Biberon. Travail jusqu'à 10 heures. Sortie au parc avec les enfants. Déjeuner, puis travail. Biberon. Dîner. Travail jusqu'à minuit. Dodo pendant 3 heures. Tétée nocturne. Dodo pendant 2 heures. Et on recommence. Véronique s'était transformée en un véritable robot. Elle exécutait ses tâches mécaniquement, sans la moindre émotion, elle ne faisait que fonctionner. Sophie et Alice grandissaient, prenaient du poids, devenaient plus vigoureuses. Elles souriaient déjà, gazouillaient, et tendaient les bras vers leur mère. C'est pour elle, que Véronique tenait bon. Maxime appelait une fois par semaine, prenait des nouvelles de ses filles, et proposait qu'ils se voient. Véronique refusait. Froidement, et brièvement. Nadine tenta de forcer le passage, par 2 fois. Elle se pointait devant l'immeuble, faisait le guet devant la porte, et exigeait de voir ses petites filles. Véronique appelait Hugo. Celui-ci débarquait, et expliquait à sa chère belle-mère que cela s'apparentait à du harcèlement, pénalement répréhensible.
Après la deuxième visite de la police, Nadine disparut de la circulation. Mais 3 mois plus tard, l'inconcevable se produisit. On sonna à la porte. Véronique alla ouvrir. Sur le palier se tenaient 2 femmes, vêtues de tailleurs stricts et brandissant leurs cartes professionnelles. Les services de l'aide sociale à l'enfance. Elles venaient pour une inspection des conditions de vie, des mineurs Sophie et Alice Séverin. Véronique les laissa entrer. Les assistantes sociales inspectèrent l'appartement, la chambre d'enfant, le réfrigérateur, la salle de bain. Elles prenaient des photos et posaient des questions. Quelles sont vos ressources financières? La pension alimentaire, mon salaire, et les aides familiales. À combien s'élève le total? Dans les 3 200 €. C'est suffisant pour vous 3? Je m'en sors très bien. Les 2 femmes échangèrent un regard. L'une d'elles nota quelque chose dans son carnet. Nous avons reçu un signalement, indiquant que vous n'arriviez pas à gérer vos enfants, et qu'elles vivaient dans des conditions insalubres. Un signalement émanant de qui? C'est un appel anonyme. Véronique serra les dents. Nadine. Qui d'autre cela pouvait-il être? Visitez tout ce que vous voulez. Vérifiez. Je n'ai rien à cacher. Les assistantes sociales passèrent 1 heure dans l'appartement, scrutant le moindre recoin, vérifiant les vêtements des enfants, la nourriture, et la pharmacie. Enfin, la plus âgée déclara. Les conditions de vie sont parfaitement satisfaisantes. Les enfants sont propres, bien nourris, et nous n'avons rien à vous reprocher. Véronique laissa échapper un soupir de soulagement. Je vous remercie. Cependant, nous vous conseillons de vous rapprocher d'une association d'aide aux mères isolées. Elle propose des consultations gratuites et une aide pour la garde des enfants. C'est noté, j'y réfléchirai. Les femmes partirent. Véronique ferma la porte à double tour et s'appuya contre le battant. Sa belle-mère avait tenté de lui faire enlever la garde de ses enfants. Elle avait échoué. Mais elle ne s'arrêterait pas là, elle essaierait encore. Véronique prit son téléphone et envoya un message à Irène. Nadine m'a dénoncé aux services sociaux. L'inspection s'est bien passée, mais elle recommencera. Qu'est-ce qu'on peut faire? La réponse arriva 5 minutes plus tard. Dépose une plainte au commissariat. Demande une mesure d'éloignement, pour harcèlement, dénonciation calomnieuse, et tentative de soustraction d'enfants. Je te prépare le dossier. Merci. Véronique rangea son téléphone, et alla contempler ses filles endormies. La lutte continuait, et durerait encore longtemps, peut-être même des années. Mais elle ne baisserait jamais les bras, car c'étaient ses filles, sa vie à elle, et son propre choix. 6 mois passèrent. Sophie et Alice avaient appris à se retourner, à attraper leurs jouets, et à rire aux éclats. Véronique reprit son travail à temps plein, toujours en télétravail. Son salaire augmenta considérablement. La pension alimentaire tombait de manière régulière. Financièrement, les choses commençaient à s'améliorer, un tout petit peu. Maxime passait 1 fois par mois, pour voir ses filles depuis le pas de la porte. Véronique refusait de le laisser entrer, et lui montrait les petites pendant 5 minutes, pas une seconde de plus. Il essayait d'entamer la conversation, proposait de l'aide, ou de lui verser de l'argent en plus de la pension. Véronique refusait systématiquement. Contente-toi de payer ce que le juge a décidé. C'est amplement suffisant. Nadine, elle, avait totalement disparu des radars. Irène avait obtenu la mesure d'éloignement par le tribunal. La belle-mère avait l'interdiction formelle d'approcher l'immeuble, à moins de 100 mètres. Elle avait bravé l'interdit une seule fois, et Hugo s'était chargé de dresser le PV. Une amende très salée à la clé. Depuis ce jour-là, la belle-mère s'était tue, définitivement. La vie de Véronique s'écoulait, un jour après l'autre. Sans jour de repos, sans véritables vacances. Le travail, les enfants, la maison. Le travail, les enfants, la maison. Un cercle fermé. Les amis s'étaient éloignés, naturellement.
Plus le temps de se voir, plus le temps de discuter de tout et de rien. Chacun était absorbé par sa propre existence. Ils avaient leur carrière, leur voyage, leur sortie. Véronique avait les couches sales, et les nuits sans sommeil. Son père l'appelait toutes les semaines, pour lui demander comment elle allait. Elle répondait invariablement que tout allait bien. Il devinait la fatigue dans sa voix, et proposait de venir la voir. Elle déclinait poliment l'offre. « Papa, tu as ta propre vie, et ton travail. Je vais m'en sortir. Ma chérie, tu n'es pas obligée de porter tout ça, toute seule. » Si, j'y suis obligée. C'est mon choix, d'avoir divorcé et de rester seule. Tu n'es pas seule. Tu as ta famille. Je sais, papa. Merci. Mais son soutien était loin, dans une autre ville, et Véronique était ici, avec 2 nourrissons, dans son appartement vide. 1 an s'était écoulé depuis le divorce. Sophie et Alice avaient appris à s'asseoir, à faire du 4 pattes, et à babiller leur première syllabe, « Mama ». Véronique les regardait, et ressentait, tout à la fois, un amour infini et un désespoir profond. De l'amour, parce que c'étaient ses filles. Du désespoir, parce qu'elle était à bout de force, au bord du gouffre. Ses cheveux avaient perdu leur éclat, son teint était devenu grisâtre, et son regard était terne. Dans le miroir, c'était une étrangère qui la regardait, une femme qui paraissait 10 ans de plus que ses 30 ans. Son salaire avait encore augmenté, la pension tombait avec la régularité d'une horloge suisse. Véronique mettait de l'argent de côté, petit à petit, pour assurer leur avenir, pour la garderie, et plus tard, pour l'école. Maxime s'était remarié. Véronique l'apprit complètement par hasard, en voyant une photo défiler sur les réseaux sociaux. Il posait aux côtés d'une jeune fille. Et Nadine se tenait juste à côté d'eux. Tout le monde affichait un grand sourire. Véronique regarda la photo, ferma la page, et ne ressentit absolument rien. C'était le vide total. Il avait trouvé une nouvelle oie blanche, bien docile, qui accepterait de supporter sa mère. Grand bien lui fasse. Quant à Véronique, elle était restée seule, avec ses 2 filles, avec son travail, avec son immense fatigue, mais surtout, sans ce fichu 2e réfrigérateur. C'était tard, dans la soirée. Les filles dormaient. Véronique était assise dans la cuisine, une tasse de thé refroidie entre les mains. Elle fixait la place vide, près de la fenêtre. Là où, autrefois, trônait ce 2e frigo, pour les courses de maman et de Maxime. Désormais, l'espace était vide, propre, et il n'appartenait qu'à elle. Véronique passa la main sur la table de la cuisine. Une surface lisse, et froide. Elle était fatiguée, si fatiguée. Ses cernes ne disparaissaient plus, même sous des couches d'anticernes. Ses cheveux étaient négligemment attachés en chignon. Elle portait un vieux jogging déformé, et un t-shirt délavé. Et pourtant, elle souriait. Un sourire faible, à peine perceptible. Parce que c'était son appartement, sa vie, et ses choix. Personne ne lui dicterait jamais où acheter à manger, pour ses propres enfants. Personne n'installerait sa mère sous son toit, sans sa permission expresse. Personne ne l'humilierait plus, entre ses propres murs. Le prix de cette liberté, c'était la solitude, l'épuisement, et les innombrables difficultés. Mais c'était un prix honnête, et justifié. Véronique l'avait payé en toute conscience, et elle ne regrettait absolument rien. Elle finit son thé, déposa sa tasse dans l'évier, et se dirigea vers la chambre d'enfant. Sophie et Alice dormaient paisiblement, respirant doucement, enlaçant leurs peluches. Véronique borda délicatement leur couverture, et déposa un baiser silencieux sur leur petit front. « Dormez bien, mes filles. Maman est là, et elle le sera toujours. » Elle ressortit, referma la porte, retourna s'asseoir dans la cuisine, et ouvrit son ordinateur portable. Encore 2 heures de travail, avant de pouvoir enfin dormir. Les chiffres défilaient sur l'écran, les rapports, les graphiques. Véronique travaillait avec une grande concentration, méthodiquement. La vie continuait son cours. Une vie rude, dépourvue d'illusions, sans la magie des contes de fées.
Il y aurait encore tant d'obstacles à franchir. Les filles grandiraient, il faudrait trouver une place en crèche, faire les dossiers, payer les frais, puis viendrait l'école, et plus tard l'université. Il y avait très peu de chances que Maxime devienne un jour un bon père. Le plus probable, c'est qu'il finirait par s'effacer complètement, ferait de nouveaux enfants avec sa nouvelle épouse, et oublierait purement et simplement Sophie et Alice. La pension alimentaire couvrirait tout juste le minimum vital, pas un centime de plus. Nadine tenterait probablement de refaire surface, quand les filles seraient plus grandes, elle exigerait de voir ses petites filles, et manipulerait Maxime pour y parvenir. Mais Véronique était prête. Prête à affronter n'importe quelle attaque, n'importe quelle tentative d'intrusion. Parce qu'elle avait déjà traversé le pire, elle avait mis son mari à la porte, affronté un divorce, et assumé d'élever ses enfants seuls. Tout le reste, ce n'était que des détails de parcours. Elle frappait les touches de son clavier, avec rapidité et assurance. Dehors, il faisait nuit noire, et la ville dormait. Seules quelques rares voitures passaient dans la rue. Véronique était seule, dans le silence de son appartement, seule avec son travail, et ses pensées. Et c'était tout à fait normal. Elle tenait le coup, jour après jour, nuit après nuit. Elle tiendra le coup demain, et après-demain, et dans un an. Car elle est Véronique Séverin, fille d'un colonel de la gendarmerie, sœur de 2 hommes robustes, mère de 2 magnifiques petites filles, et l'unique propriétaire d'un appartement où il n'y a pas la moindre place pour le réfrigérateur de personnes toxiques. Il n'y a qu'un seul frigo ici, le sien, pour sa famille, et pour ses filles. Véronique referma son ordinateur, se leva, s'approcha de la fenêtre, et contempla la ville plongée dans l'obscurité. Les lumières brillaient dans les immeubles d'en face. La vie continuait son cours, partout ailleurs. Et pour elle aussi. Une vie difficile, mais une vie droite, une vie totalement libre. La sienne, tout simplement. Elle regagna sa chambre, s'allongea sur son lit, et ferma les yeux. Demain serait un nouveau jour, avec son lot de nouvelles épreuves, et de nouvelles victoires. De toutes petites victoires, parfois imperceptibles, mais bien réelles. Et cela suffisait amplement.